Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walfadjri. Meilleurs vœux à vous tous, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision Walfadjri. Bienvenue à votre émission Opinion dans un décor inhabituel, fête de fin d'année oblige. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche 1er janvier 2012 Jacques Diouf, directeur général de la FAO. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Pierre-Edouard. Merci d'avoir répondu à notre invitation et meilleurs vœux à vous aussi. Merci, naturellement. Je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2012, ainsi qu'aux téléspectateurs, que cette année nous apporte paix, prospérité pour le peuple sénégal et pour l'Afrique et le monde. Vous êtes né le 1er août 1938 à Saint-Louis du Sénégal. Vous avez été élu pour la première fois directeur général de la FAO le 8 novembre 1993 et puis confirmé 3 autres fois à cette charge. Vous êtes diplômé en sciences de l'agriculture et de l'agriculture tropicale. Vous êtes aussi docteur en philosophie des sciences sociales dans le domaine agricole de l'université Paris-Sorbonne. Sur le front du développement agricole, vous avez recouvré plusieurs fonctions au niveau national et international. Et à ce titre, vous avez exercé dans plusieurs pays et organismes sous-régionaux et internationaux. Conseil africain de l'arachide au Nigeria, Association du développement du riz au Libéria, Centre de recherche et de développement international au Canada, Banque centrale de l'Afrique occidentale, pour ne citer que cela. Votre expérience a été mise au service de la politique, de la diplomatie et du développement de votre pays, le Sénégal, dont vous avez été député, secrétaire d'État pour la science et la technologie, président du comité de relations avec l'étranger et ambassadeur de la mission permanente de la République sénégalaise des Nations Unies. Votre mandat à la tête de la FAO expire officiellement ce 31 décembre 2011, après 18 ans passés à la tête de cette organisation onusienne chargée de lutter contre la faim dans le monde. Partez-vous avec le sentiment du devoir accompli ou bien vous vous dites il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu réaliser et que je n'ai pas pu? Vous savez, dans la vie, rien ne se présente d'une manière dichotomique. Et il y a certains aspects dont je suis satisfait. Le fait d'abord qu'on m'a confié une organisation de 109 pays membres. Aujourd'hui, je laisse une organisation de 193 membres. Donc, on a pu élargir l'institution et lui donner le caractère unique des Nations Unies. On a pu aussi porter au plus haut niveau de l'agenda international la question de la sécurité alimentaire. Le sommet de 96 déjà avait permis d'avoir pour la première fois une réunion de chefs d'État et de gouvernement pour parler d'un problème fondamental, comment nourrir le monde. Il y a eu aussi des succès dans beaucoup de pays, notamment africains récemment, qui ont pu atteindre la sécurité alimentaire. Mais d'un autre côté, il y a un goût amer lorsqu'on sait qu'en 5 ans, on aurait pu régler le problème de la sécurité alimentaire du monde et éviter qu'il y ait des personnes qui aient faim. Mais nous avons, hélas, eu des actions qui ne relevaient pas de notre compétence, qui ont empêché d'atteindre cet objectif, notamment l'investissement dans l'agriculture qui n'a pas été adéquat. La part de l'agriculture dans l'aide au développement est passée de 19%, si on prend l'agriculture lato sensu, avec les cultures, la production animale, la pêche et les forêts. Donc cette part est passée de 19% en 1980 à seulement 3% en 2006 et aujourd'hui nous sommes aux alentours de 5%. Si nous prenons les budgets nationaux des pays qui ont faim, on se rend compte qu'on est aux alentours de 5% au lieu de 10%. Et l'investissement privé
aussi n'est pas suffisant. Or, c'est avec l'investissement qu'on accroît la production, la productivité et que l'on peut faire face à la demande alimentaire, d'autant qu'elle est en train d'augmenter avec la croissance de la population mondiale, puisque nous sommes déjà à 7 milliards et nous serons 9,1 milliards à l'horizon 2050. Pour nourrir ce monde, il faudrait augmenter de 70% la production alimentaire mondiale, et dans les pays en voie de développement, cette croissance devrait atteindre 100%. Donc d'un côté, oui, on a réalisé des choses, on a amélioré l'organisation, bon, son budget pour le dernier biennium 2010-2011 et en termes de contribution obligatoire de 500 milliards de francs CFA et en termes de contribution volontaire de 700 milliards. Donc ce sont des ressources qui vont permettre à l'organisation, je pense, de continuer son action. Oui. Nourrissez-vous des regrets pour n'avoir pas réussi à éradiquer totalement la faim dans le monde? Pas du tout, parce qu'on ne m'a pas demandé d'éradiquer la faim dans le monde. Ce n'est pas le rôle de la FAO. La FAO fait partie d'un système où chacun doit jouer son rôle. C'est la Banque mondiale, ce sont les banques régionales de développement, ce sont les aides bilatérales qui doivent financer les actions nécessaires pour éradiquer la faim dans le monde. Nous, notre rôle est un rôle technique, c'est un rôle d'abord d'étude, d'analyse, fourniture des données statistiques sur les différentes activités sectorielles. Notre rôle est d'aider les pays à préparer des plans, des programmes, des politiques, ce que nous avons fait notamment en Afrique avec la préparation du programme détaillé de développement agricole du NEPAD, ce qui a été réalisé au niveau national avec les programmes nationaux d'investissement et les profils de projets bancables pour 51 pays. Notre rôle est aussi de mener des actions pour donner des réponses techniques ponctuelles face à un certain nombre de problèmes sectoriels qui se posent au niveau des cultures, de la production animale, de la pêche et des forêts. Et naturellement, nous luttons contre les maladies transfrontières des animaux et des plantes. Et vous savez que nous avons réussi à déclarer cette année le monde libéré de la peste bovine. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous atteignons ces résultats pour les maladies animales. Il y avait naturellement le même résultat qui avait été atteint pour la lutte contre les maladies humaines. Donc oui, nous avons fait ce travail-là qui était le nôtre, mais chacun avait son rôle à jouer, et en particulier la question du développement économique et social d'un pays incombe aux leaders et au peuple de ce pays. Oui, tout à fait. Le monde produit aujourd'hui des richesses comme il ne l'a jamais réussi, et pourtant le nombre de personnes qui ont faim dans le monde a atteint un niveau insoupçonné. Comment l'expliquez-vous? Mais parce que c'est une question de choix de priorité. Les ressources disponibles, est-ce qu'on les met là où cela peut servir les plus pauvres, les plus démunis, et est-ce qu'on aide ceux qui ont le plus besoin de ces ressources? C'est un problème fondamental. Vous avez bien vu que lors de la crise économique et financière mondiale, on a facilement trouvé des milliers de milliards de dollars pour pouvoir faire face à la crise des subprimes, comme on a dit aux États-Unis, et plus exactement à la crise des dettes des banques et des grandes compagnies, notamment de production de véhicules et des multinationales. Mais lorsqu'il s'est agi, par exemple, de respecter l'engagement de l'Aquila, de fournir 20 milliards de dollars sur 3 ans, 2009, 2010, 2011. Chiffre d'ailleurs porté à 22 milliards au sommet du G20 à Pittsburgh. L'engagement du G8. Eh bien, sur la
période, nous n'avons mobilisé à peu près que 1 milliard au niveau du fonds multilatéral qui a été mis en place à cet effet à la Banque mondiale. Voilà, si il n'y a pas cette volonté de donner des ressources à 70% des pauvres dans le monde qui sont en milieu rural, s'il n'y a pas d'engagement pour leur permettre de cesser de recevoir de l'aide et de pouvoir être à même de régler leurs propres problèmes, d'être capable de produire. La FAO ne peut pas contraindre ses gouvernants à mettre de l'argent dans ce secteur? Ah ben, je serais ravi si j'avais le pouvoir de dire à un gouvernement, voilà la part de votre budget qui doit aller à l'agriculture, voilà la part qui doit aller aux dépenses dans d'autres secteurs. Alors je serais dans un monde idéal. Et malheureusement, ce n'est pas la situation. Chaque gouvernement est à la tête d'un pays souverain qui prend ses décisions en matière de politique économique notamment. Et concrètement, que font les pays du tiers-monde qui ont l'essentiel de leur population dans le monde rural? Et cela dépend des pays encore. Si on prend par exemple la Chine, qui a plus d'1 milliard de personnes, qui a à peu près donc 20% de la population mondiale et seulement 7% des terres arables du monde, elle est en mesure de nourrir sa population. Si on prend le Vietnam qui est sorti d'une guerre terrible ou d'une série de guerres terribles, le Vietnam est aujourd'hui un des grands pays exportateurs de riz, même qui intervient au système des produits, au niveau des produits tropicaux comme le café, le cacao. Mais de notre côté, il y a des pays comme le Ghana, il y a des pays comme le Malawi qui, en espace de temps très court, ont réussi à relancer leur production agricole. Et quel est l'avenir alimentaire du monde avec une population qui va atteindre bientôt 9 milliards? Je ne pense pas qu'il y ait un problème à ce niveau. Si on regarde certains pays développés, 2 à 4% de la population suffisent pour pouvoir produire, pour satisfaire la demande nationale et exporter. Si on regarde les pays déficitaires, 70 à 80% de la population se consacre à l'agriculture et ces populations ne sont pas en mesure de satisfaire la demande nationale. Donc c'est une question de productivité, c'est une question d'efficacité et c'est une question donc qui relève essentiellement de la capacité d'investir pour mettre en place les structures rurales, notamment la maîtrise de l'eau. Mais le cas de l'Afrique est édifiant. Il n'y a que 7% des terres arables qui sont irriguées sur le continent africain. En Afrique, au sud du Sahara, seulement 4%. Alors que l'Asie irrigue 30% de ces superficies cultivables. Cela veut dire que pour l'Afrique au sud du Sahara, sur 96% des terres, la production dépend d'un facteur sur lequel on n'a aucun contrôle, la pluie. Alors qu'en Asie, avec déjà 30% des terres irriguées, et le fait que les cultures irriguées ont un rendement 3 fois plus élevé que les cultures pluviales, avec 30%, naturellement, l'Asie est en mesure de nourrir une large population, même s'il faut dire que le nombre le plus important de personnes qui ont faim dans le monde aujourd'hui, c'est en Asie, mais la proportion de la population affamée la plus importante dans le monde, c'est en Afrique. Mais il faut investir dans l'irrigation, dans les routes rurales, dans les moyens de stockage. On perd parfois jusqu'à 30% de ce qui est déjà produit, faute de moyens de stockage adéquats. Voilà la réalité. Êtes-vous en train de nous dire par là qu'en Afrique, l'essentiel des terres sont destinées à d'autres fins? Par exemple, ici au Sénégal, on parle beaucoup de spéculation foncière et qui fait souvent des morts. Il y a deux choses. Qu'est-ce que l'on consacre comme terre à la culture, à la production végétale, animale, etc. Et il y a aussi à l'intérieur de ces terres, qu'est-ce qui est maîtrisé ou qu'est-ce qui est laissé aux aléas climatiques.
Maintenant, un autre problème que j'ai été d'ailleurs le premier à soulever dans un article dans Le Monde, c'est le problème des achats de terres dans des conditions qui ne sont pas à l'avantage et des pays et des populations du monde en développement. Et j'ai dit que dans certains cas, on aboutissait à un pacte néocolonial agricole. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas investir dans l'agriculture. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'investissements privés agricoles. Nous en avons besoin pour augmenter la production mondiale agricole de 70% à l'horizon 2050. Mais il faut le faire dans des conditions qui préservent les intérêts à court, moyen et long terme et des pays, donc au niveau de leur gouvernement, mais et des populations, notamment des populations locales. Nous avons toujours recommandé que les terres soient apportées en capital au titre de la contribution des pays à des projets et que les étrangers apportent leur financement pour permettre naturellement d'apporter les équipements, utilisent leur capacité de gestion et autres, mais qu'on n'aliène pas ces terres dans un processus d'association productive et d'exportation. Et jusqu'où vous peuvent mener ces aliénations de terres? Mais souvent, ça a créé des émeutes ici au Sénégal. Récemment, on a vu l'exemple de Fanaï. Mais on a vu ce qui s'est passé à Madagascar. La première décision après la révolte et la chute du gouvernement a été d'annuler complètement tous les contrats qui avaient été signés, notamment avec Daewoo, qui est une compagnie sud-coréenne qui avait acheté la plupart des terres du pays. Mais encore une fois, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Et il ne s'agit pas de dire qu'on ne veut pas de l'investissement privé dans l'agriculture. C'est nécessaire, c'est indispensable pour accroître la production. Mais il faut le faire dans des conditions qui préservent les intérêts des pays qui ont ces terres. Et à ce niveau, il y a un aspect, je dirais, émotionnel. Les terres, c'est quand même ce qui... Ils vous disent c'est la terre de nos ancêtres. Mais c'est là où on enterre nos morts. C'est ce qui a été conquis de haute lutte par nos ancêtres pour l'indépendance. Mais surtout, il n'y a pas un État souverain sans terre. Donc c'est un des fondements de la souveraineté nationale. Comment trouver le juste milieu entre les populations qui tiennent à leur terre et le gouvernement également qui a besoin de ces terres-là pour des projets de développement? Mais c'est pour cela qu'il faut faire des projets de développement en association avec ces communautés et dans le cadre de partenariat avec ceux qui ont des ressources financières pour que chacun apporte ce qu'il a, mais le garde dans le cadre d'une société ou d'une institution qui permet de pouvoir utiliser tout cela dans un processus productif rentable, naturel. En vue de l'exportation. Moi, je ne vois pas. Si j'ai mes terres et quelqu'un vient de l'extérieur, pourquoi je lui vends mes terres? Mais je vais lui dire, j'apporte mes terres en contribution au capital, vous apportez votre argent, on travaille. Et donc, moi, je continue de garder cette propriété et vous m'apportez quelque chose et ensemble, nous gagnons et on partage les bénéfices. Oui. Jacques Diouf, vous êtes sénégalais. Alors, le Sénégal a-t-il profité de votre passage à la FAO et comment? Ah non, je pense qu'au niveau d'abord des projets réalisés, nous avons quand même financé au cours de ces 3 mandats pour 69 milliards de dollars pour des projets réalisés en accord avec les différents gouvernements du Sénégal et c'était des fonds naturellement non remboursables. Et nous avons apporté des conseils, nous avons aidé dans des programmes de lutte contre les maladies transfrontières des animaux et des plantes, contre les déprédateurs comme le criquet pèlerin. Nous avons apporté notre soutien dans les programmes d'urgence quand il y avait des sécheresses, etc. Bon, nous avons d'ailleurs remis un document aux autorités sénégalaises sur le bilan de cette action pendant
18 années où il y a eu naturellement différents gouvernements sénégalais. Et pourtant, quand on entend les autorités sénégalaises actuelles, on a l'impression que la FAO n'a rien fait pour le Sénégal. Le président Wade est allé même jusqu'à demander la suppression de la FAO. Mais comme je l'ai dit à l'occasion, chaque chef d'État de l'organisation a le droit d'avoir ses opinions à un moment ou à un autre. En tout cas, lorsque j'ai fait ma dernière visite au Sénégal, j'ai présenté aux autorités, dans le cadre d'une réunion interministérielle présidée par le chef du gouvernement, le document sur toutes les actions que nous avons menées depuis le 1er janvier 1994 et notamment aussi la participation des cadres sénégalais aux différentes fonctions de l'organisation. Et comment appréciez-vous l'hostilité du président de votre pays à votre endroit, lui qui est censé normalement vous protéger ou bien vous soutenir? Mais il a dit que ce n'était pas une attaque personnelle. Moi, je le prends au mot, que c'était des opinions sur l'organisation dans le cadre d'une vision du fonctionnement du système des Nations Unies. Et que lui répondez-vous quand il a demandé que la FAO change de siège pour qu'elle vienne s'implanter en Afrique? Parce qu'il dit tout simplement qu'une organisation qui prétend lutter contre la faim ne peut pas s'implanter dans une ville aussi riche que Rome. Non, en fait, la FAO n'est pas une organisation africaine. C'est une organisation, je vous ai dit, du monde entier. C'est une organisation des Nations Unies. Et je vous ai dit que si l'Afrique a en pourcentage le nombre le plus important personnes qui ont faim dans le monde, en termes réels, absolus, le nombre le plus important se trouve en Asie. L'Asie aurait pu dire aussi pourquoi pas chez moi, parce que c'est là qu'il y a le plus grand nombre de personnes qui ont faim. Mais en tout état de cause, ce qui est important, c'est que la décision d'implanter le siège d'une institution des Nations Unies incombe aux États membres. Et ce sont les États membres qui au début avaient décidé que le siège serait provisoirement à Washington, et qui après ont voté pour que le siège soit transféré à Rome. Voilà les faits. Maintenant, si un pays, et un pays a le droit, souhaite que le siège soit déplacé, il lui suffit de proposer ça à la conférence et voir si la conférence va adopter cette proposition. Et le Sénégal participe à hauteur de quel pourcentage pour le fonctionnement? Oui, 0,01% du budget de la FAO, mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est très dérisoire. Oui, mais c'est normal, c'est un pays du tiers-monde. Et le système des Nations Unies fonctionne comme ça. En dehors de la FAO, on a à peu près des proportions similaires, puisque les taux de contribution sont basés sur les taux approuvés à l'Assemblée générale des Nations Unies. D'accord, mais quand on entend le de parler de la FAO, on a l'impression que c'est lui qui donne pratiquement tout le budget à la FAO. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faille lier les idées et les opinions que les uns ou les autres peuvent avoir pour des raisons spécifiques et la contribution financière, parce que ce serait dangereux d'adopter cette démarche, parce que ça voudrait dire que les pays qui contribuent le plus doivent décider. Or, ce n'est pas le cas. Nous veillons à ce que les décisions soient les décisions démocratiques. Le système des Nations Unies est un système démocratique. Par exemple, aux États-Unis, Bill Gates n'a pas plus de voix que l'ouvrier dans une usine lorsqu'il s'agit de voter. Et aux Nations Unies, c'est la même chose. Les pays peuvent être très riches et ces pays ont voix lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Nous restons toujours dans le domaine de l'agriculture. Comment appréciez-vous, que pensez-vous en tout cas de la politique agricole du Sénégal? Non, je pense qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites au Sénégal, si je parle de la dernière période, parce que sinon il faudrait porter un jugement sur les différentes politiques. Ces 10 dernières années. Non, je pense qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites, notamment en termes de ressources mises à la disposition du milieu rural, notamment pour avoir des engrais moins chers, pour avoir des semences, etc. Et des initiatives spécifiques sectorielles ont été prises. Je pense cependant que le problème de l'agriculture, c'est que l'agriculture, c'est un système. Et c'est en plus un système complexe, mais en plus, c'est un système essentiellement de nature biologique.
Ce sont des plantes, des animaux, des arbres qui vivent. Et c'est un système qui est soumis aussi à des facteurs climatiques. La pluviométrie, les questions de température, d'ensoleillement. C'est une activité aussi qui dépend des conditions édaphiques, c'est-à-dire des conditions des sols. Donc tout cela nécessite une prise en compte à la fois spatiale, sectorielle et environnementale des différents facteurs lorsqu'on détermine les politiques, lorsqu'on détermine les plans, les programmes, les projets, pour veiller à ce qu'il y ait une cohérence, non seulement au niveau du processus productif dans l'exploitation agricole, mais aussi au niveau de la commercialisation, au niveau de l'exportation, au niveau de la qualité des aliments. Il y a des normes du Codex Alimentarius, il y a des normes au niveau aussi de l'Organisation mondiale du commerce, normes SPS. Il y a donc tout un ensemble de facteurs qui doivent être non seulement pris en compte, mais qui doivent être intégrés de manière à donner les résultats qui sont les plus importants. Mon impression, c'est qu'on a mené des activités ponctuelles avec de bonnes intentions d'ailleurs, mais qu'il n'y a pas eu l'intégration nécessaire, la cohérence nécessaire du système pour pouvoir tirer le meilleur parti des investissements importants qui ont été faits. Là, vous faites allusion au plan REVA et à la Guana du président. Mais il n'y a pas de ça. Il y a eu des opérations maïs, il y a eu des opérations sur les engrais, il y a eu des opérations pour créer des sociétés, il y a eu des opérations pour fournir du matériel agricole, etc. Lorsqu'on prend ces actions individuellement, et personne ne peut les mettre en cause. Mais une politique agricole doit s'appuyer sur des plans, des programmes, des projets qui intègrent donc un cadre de cohérence qui donne les résultats. Sans compter toute la question du financement de l'agriculture, aussi bien de la production, de la commercialisation et des exportations. C'est vraiment un secteur assez difficile, le secteur de l'agriculture. Vous ne pouvez pas, en milieu de campagne, arrêter une production. Vous pouvez arrêter une route et revenir 6 mois après. Qu'est-ce que c'est que vous pouvez commencer à implanter une usine et à un certain moment arrêter et revenir et continuer votre travail. Vous ne pouvez pas le faire dans l'agriculture. C'est une activité biologique. Et en plus, c'est une activité qui fait vivre ou mourir les plus pauvres sur la planète Terre. Oui, une agriculture essentiellement basée ou bien qui repose sur la culture d'arachide comme l'agriculture sénégalaise, est-elle une agriculture d'avenir? Non, en réalité, l'agriculture au Sénégal s'est diversifiée. Je dois dire d'ailleurs pour des raisons négatives. C'est la production d'arachide qui a baissé, ce n'est pas les autres productions qui ont augmenté pour avoir une part plus importante dans le processus productif. Ce qui est important en agriculture, c'est la diversification. Justement parce qu'il s'agit d'une activité biologique liée non seulement aux facteurs climatiques, mais parce qu'il s'agit d'une activité qui au niveau mondial se situe dans le cadre de ce qu'on appelle la spéculation sur les marchés à terme. Chicago, etc. Donc les prix fluctuent et il y a cette volatilité des prix qui fait qu'une année, une production a des prix élevés, une autre année, la production est plus basse. Alors si vous êtes en situation de monoculture, lorsque les prix sont élevés, vous tirez le meilleur parti, et lorsque les prix sont bas, c'est la catastrophe. Il faut d'une part avoir une base diversifiée de production agricole, mais il faut d'autre part, et cela me semble important, avoir des mécanismes qui permettent de faire des ajustements, des péréquations, des mécanismes de stabilisation et autres qui garantissent aux producteurs un revenu, quel que soit ses du marché ou des conditions climatiques. Oui. Très souvent, on voit des paysans brandir des bons, les bons impayés comme on les appelle ici au Sénégal. Faut-il en rire ou en pleurer à ce niveau de la technologie? Le système des bons qu'on appelle chez les anglophones le système des vouchers en lui-même n'est pas mauvais.
Par exemple, le Malawi l'a appliqué avec un grand succès. La question est de savoir dans quelles conditions on émet ces bons et quelles garanties on prend de rémunération des personnes qui présentent les bons. Donc ce n'est pas le bon en lui-même, c'est le système dans lequel se situent ces bons qui est bon, sans jeu de mots, ou mauvais. Voilà. Maître Wade dit à qui veut l'entendre que le Sénégal a atteint l'autosuffisance alimentaire. Qui est ingénieur agronome. Pensez-vous que le Sénégal est autosuffisant? Non, moi j'ai déjà répondu à cette question. J'ai d'abord dit, mais il suffit de demander au ministre de l'Agriculture et au ministre du Commerce, mais il suffit d'aller au port de Dakar pour savoir si le Sénégal importe des produits alimentaires ou pas. Quand on est autosuffisant, on ne les importe pas. Moi je n'ai pas les termes exacts qu'il a utilisés dans sa déclaration. Que je peux dire en tout cas, c'est sur la base des faits objectifs, le Sénégal importe des produits alimentaires, donc n'est pas autosuffisant. Donc, quelles sont les conditions à remplir pour être autosuffisant sur le plan alimentaire? Mais d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit de bonne politique de vouloir être autosuffisant. Ah oui. Je pense qu'il faut assurer sa sécurité alimentaire, qui n'est pas la même chose. Vouloir produire tout ce dont on a besoin dans des conditions de climat, de sol et autres qui ne permettent pas d'avoir un avantage comparatif, bon, moi, je trouve que ce n'est pas la meilleure manière d'approcher le problème. Mais produire ce que l'on peut faire avec des avantages réels sur le marché international et exporter. Et dans d'autres domaines où on n'est pas en meilleure posture pour produire, à ce moment, là on importe. Mais c'est dans le cadre d'un équilibre qui permet, en fin de compte, d'avoir une balance commerciale agricole positive. C'est ça, à mon avis, l'approche. Mais s'il y a des cultures qui sont spécifiques, des pays froids, qui nécessitent la neige et des températures basses, etc., et qu'on veut les produire parce que les Sénégalais les consomment ici, moi je ne pense pas que c'est la bonne approche. Mais produire le plus possible ce que l'on consomme en fonction de ces contraintes naturelles, climatiques, etc., et pouvoir exporter ces quantités ailleurs, et ce qu'on ne peut pas produire de manière concurrentielle, l'importer, je crois que c'est ce qu'on appelle une approche de sécurité alimentaire et pas d'autosuffisance alimentaire. Jacques Diouf, vous avez été élu directeur général de la FAO dans une période où la diplomatie sénégalaise brillait de mille feux. Aujourd'hui, l'état de la diplomatie sénégalaise en 2012 peut-il promouvoir un fils du Sénégal dans une haute instance de décision? Non, c'est très difficile de porter un jugement sur la diplomatie sénégalaise. Moi, je ne peux pas dire c'est dans un sens ou dans un autre. Le Sénégal vient de faire élire un compatriote à la tête de l'UEMOA. Oui, bon, donc, face à la FAO, par exemple. Bon, donc franchement, je ne pas un jugement objectif. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, cela n'a pas été facile, puisque ça faisait presque une quinzaine d'années que l'Afrique en général échouait à toutes les candidatures aux fonctions de responsable du système des Nations Unies, et que grâce à une conjonction de facteurs, dont la diplomatie sénégalaise, mais ce n'était pas le seul facteur, nous avons réussi à obtenir qu'un petit pays comme le Sénégal, face à des géants, puisqu'il y avait quand même des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Australie, le Chili, etc., l'Inde et tout ça, bon, le Sénégal a réussi à obtenir qu'un de ses nationaux, avec le soutien de l'Afrique, parce que j'étais le candidat unique de l'organisation de l'unité africaine à l'époque, que bon, on a réussi à pouvoir être porté à la tête de cette institution. Et qu'est-ce qui a été déterminant dans votre élection? Donc, vous savez, à l'époque, j'ai dit que c'est l'application de la théorie des cercles concentriques de solidarité. Nous avons commencé par le cercle africain.
puisque nous avons eu cette candidature unique de l'Afrique qui n'a pas été facile d'ailleurs à l'époque. Ensuite, sur la base de cette entente, nous avons essayé d'avoir le soutien de l'organisation de la conférence islamique. Nous nous sommes trouvés face au Bangladesh, qui a utilisé d'ailleurs des méthodes peu orthodoxes. Toujours est-il qu'à la fin, nous avons obtenu que l'un des deux qui serait le mieux placé puisse être soutenu par l'orthodoxe. Excusez-moi, c'est pas je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est du passé. Ensuite, nous sommes allés au niveau des pays des Caraïbes avec lesquels nous avons des solidarités de la diaspora. Et bon, ces pays nous ont dit, les 2 premiers tours, nous avons un engagement dans le cadre des relations avec l'Amérique latine, mais après les 2 premiers tours, nous verrons en fonction de l'évolution. Et ensuite, surtout, le président, à l'époque du Chili, est venu voir le président du Sénégal pour obtenir le soutien à sa candidature. Et le chef de l'État, naturellement, lui a dit, écoutez, cette candidature, non seulement elle est sénégalaise, mais elle est africaine. Ce n'est pas à moi à la retirer au profit d'un autre pays, mais que celui qui sera le mieux placé puisse être soutenu par les autres. Et voilà, donc c'est cette conjonction qui a amené qu'à la fin, lorsque je me suis trouvé face à l'Australie, j'ai bénéficié de ces soutiens de ces différents groupes et aussi des pays du Pacifique, parce que j'avais fait le tour de tous les pays du Pacifique avant mon élection. Mais je crois que ce qui est important aussi, ce qu'il est important de dire, c'est que c'est une candidature qui a été menée de manière méthodique et systématique et sur le long terme. Quand je suis parti comme ambassadeur aux Nations Unies, il y avait un autre ambassadeur et nous étions 2. Et moi-même, je résidais à Washington, puisque j'étais membre du comité des conseillers de la Banque mondiale en tant que personne détachée par la Banque centrale, qui continuait à me payer d'ailleurs à Washington. Donc nous avions les Nations Unies comme base, nous avions la Banque mondiale comme base, et j'ai pu voyager dans les différents pays, et sur une période pratiquement de 4 ans, nous avons préparé cette candidature pour la mener méthodiquement, systématiquement et pour la réussir. Le Sénégal a-t-il encore des chances de retrouver ce poste de directeur général de la FAO? Très sincèrement, dans le temps, tout est possible. Mais si on regarde les règles d'alternance, même si ce n'est pas encore une fois une loi, mais c'est un consensus, je dirais, un modus vivendi. En général, ça tourne vers d'autres continents. Par exemple, cette fois-ci, c'est l'Amérique latine, même si ça a été un vote difficile avec une différence seulement de 4 voix. C'est la première fois que l'Amérique latine va diriger l'AFP. Voilà. Jacques Diouf, nous allons maintenant parler des questions d'actualité, d'ordre politique notamment. Quel regard portez-vous sur la situation politique du Sénégal? Mais le regard du citoyen, c'est-à-dire que je vois les choses évoluer, je vois d'abord qu'il y a, ce qu'on devrait plutôt dire, c'est que ce ne sont pas les candidatures qui manquent pour les élections présidentielles. C'est naturel, la démocratie est par essence plurielle. Et je comprends que quelqu'un puisse avoir un grand dessein et puisse avoir des aspirations aux plus hautes fonctions de l'État. Et puis, vous savez, ce sont les Wolofs qui disent que quelqu'un se présente, c'est tout à fait naturel. Je pense cependant que les problèmes politiques se posent en termes de programme à présenter pour répondre aux aspirations et aux besoins du peuple, se posent en termes d'analyse, notamment des rapports de force politique, et se pose aussi en termes de stratégie pour atteindre des objectifs. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une offre
très large à partir des positions prises par les partis politiques et aussi par les différents groupes de la société civile. Et cette offre est-elle alléchante, à votre avis? Mais c'est chaque citoyen qui aura apporté un jugement lorsqu'il sera face à Dieu et devant l'urne. C'est chaque citoyen. Pour avoir une démocratie, il faut être dans l'isoloir. Et c'est pour pouvoir être libre de faire son choix. Vous, pendant de nombreux mois, l'idée de votre candidature a été agitée dans la presse. Aujourd'hui, on est le 1er janvier, on est à 2 mois de la présidentielle. Jacques Diouf sera-t-il candidat à la présidentielle? Non, par réponse est nette, je ne serai pas candidat. Naturellement, comme vous le savez, des amis, des parents, des personnes qui ont beaucoup d'estime pour moi m'ont approché pour envisager cette option. Comme je vous l'ai dit, il ne manque pas de candidats. Deuxièmement, je pense que l'on peut servir son pays dans d'autres voies que le chemin politique. Et très sincèrement, mon souhait serait de mener, si Dieu me prête vie, me garde en bonne santé, des actions à 3 niveaux. D'abord au niveau de la sous-région du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali, ensuite au niveau africain et au niveau mondial. Au niveau de la sous-région, je voudrais continuer l'action de mon grand-père qui a mené des actions religieuses et sociales. Je lui ai d'ailleurs consacré un livre, c'est mon grand-père maternel, El Hadj Ahmed Gorée Diop, homme de religion, homme d'action. Je voudrais créer une fondation pour faire ce travail avec naturellement les membres de ma famille et d'autres amis. La deuxième chose que je voudrais faire au niveau africain, c'est un groupe de réflexion qui permettent de générer de manière autonome, à travers notre réflexion propre, des réponses aux différentes problématiques du continent dans un monde globalisé avec les crises et en même temps avec les perspectives et les possibilités d'avenir. Et troisièmement, au niveau mondial, je souhaiterais mettre en place une structure qui me permette d'utiliser à la fois mes connaissances, mon expérience et mon réseau de relations personnelles pour contribuer et pour servir la lutte pour les grandes causes, notamment la démocratie, la liberté, la jeunesse, sa promotion, etc. Okay. Voilà. Vous dites que vous ne serez pas candidat, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de passer devant quelque chose de grand? Parce que, vu la confusion, beaucoup pensent que vous êtes l'homme de la situation. Mais moi, j'ai l'impression que ajouter à la confusion n'est pas faire en quoi preuve votre candidature allait-il ajouter de sagesse, à la pardon. confusion? En quoi votre candidature allait-il en rajouter? Puisqu'il y en a déjà beaucoup. Et s'il y en a une de plus, ça ajoute. Vous, c'est le foisonnement des candidatures qui vous gêne? Non, ça ne me gêne pas. Je trouve tout simplement qu'arrivant dans mon pays un 31 décembre, à 2 mois d'une élection, et avoir une offre aussi large, je pense que le raisonnement rationnel, la sagesse, implique que l'on se dise, est-ce que je vais aider à plus d'unité, à plus de cohérence? Est-ce que je vais aider à mener dans un contexte mondial difficile et qui va être de plus en plus difficile, des éléments pour pouvoir contribuer à la paix, pour pouvoir contribuer à l'entente, pour pouvoir contribuer au rassemblement, ou est-ce que je vais être un facteur supplémentaire de division? Voilà en quel terme j'analyse le problème, et j'estime que dans un tel contexte, ma responsabilité vis-à-vis de ce que je crois être de l'intérêt de mon pays est de prendre une autre orientation vers laquelle je crois pouvoir continuer à aider mon pays et mon peuple. L'idée de présenter à la présidentielle vous a-t-elle traversé l'esprit à un moment? Mais non, je l'ai non seulement envisagé parce qu'on me le demandait, mais j'y ai réfléchi. Et en tant que citoyen
à part entière, comme je l'ai dit, qui a le droit d'être président de la République de son pays et donc de se porter candidat. J'ai analysé la situation, j'ai parlé avec un certain nombre de responsables politiques, de la société civile, j'ai essayé d'analyser la situation, j'ai essayé de voir quel rôle je pourrais jouer qui soit positif pour mon pays, pas seulement pour mon ambition personnelle. Encore une fois, qu'il n'y a rien de mal à avoir une ambition personnelle. Et je crois très sincèrement qu'à 2 mois des élections présidentielles et avec la nature des choses... Et les jeux d'alliance sont possibles. Oui, tout est possible. Mais moi, je me base sur des faits objectifs. Comme disait Senghor, la politique, c'est savoir faire plus et moins. C'est une mathématique élémentaire. Moi, je ne veux pas sortir du plus et moins pour entrer dans la division. Est-ce que vous avez fait des démarches auprès des candidats déclarés afin qu'ils puissent faire l'union sacrée autour? Mais des personnes plus compétentes et plus habilitées ont essayé de le faire. En votre nom? Ah non, pas du tout. Moi, je ne l'ai pas fait. Parce que d'abord, comme je l'ai dit et j'ai essayé de respecter ma fonction internationale, un responsable d'une organisation des Nations Unies ne peut pas mener d'action politique. Et je n'en ai pas mené. J'ai naturellement, en tant que Sénégalais, écouté différents responsables politiques de la société civile pour savoir ce que ces personnes pensaient. Pour le moment venu, quand j'aurai ma liberté complète, donc à compter du 1er janvier, à pouvoir, en toute connaissance de cause, savoir ce que j'allais décider. Mais j'ai évité de m'engager dans le processus politique. Et vous savez que des personnes, pendant des années, ont essayé de trouver des formules d'entente, de compromis, d'unité. Et vous avez vu le résultat. Est-ce que les attaques de Wade ne vous ont pas découragé? Non, absolument pas. Encore une fois, il a dit qu'il ne m'attaquait pas personnellement. Donc, je ne vois pas. Et même s'il m'avait attaqué, bon, je suis un citoyen sénégalais. En vous, un adversaire potentiel. Bah, ça, il a le droit de penser ce qu'il veut pas. Je ne suis pas sûr qu'on puisse porter un jugement sur ce qu'il a pensé. Mais en tout cas, moi, je suis un Sénégalais, un citoyen complet. Si j'avais décidé de me présenter, quel que soit ce qu'il pense, j'allais le faire. Vous savez, on a été éduqués à assumer nos responsabilités dans la vie. C'est que je trouve tout simplement que l'offre politique qu'il y a, les divisions qu'il y a, sont de nature à ne pas encourager une candidature additionnelle. Des divisions qui favoriseraient qui? Wade peut-être? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, il n'y a que le peuple sénégalais qui le sache, puisque le peuple sénégalais, qui le moment venu se prononcera en fonction de tous les éléments appropriés. Vous n'êtes pas candidat, vous le dites, mais entendez-vous jouer un rôle à la présidentielle de 2012? Qu'est-ce que vous entendez? Si je suis un citoyen, je vais voter. Mais plus au-delà de ça. Parce que non, pour le moment, face à ce que je vois et face à la dispersion de mes amis dans les différents partis politiques, je préfère ne pas ajouter à ces divisions. Mais ça, en tant que citoyen, je vais voter. Vous savez que je ne voulais même pas voter à Rome, je venais jusqu'à voter auparavant et si Dieu me prête vie, j'espère être à Saint-Louis pour voter le jour oui, de vous avez forcément un penchant socialiste pour avoir été dans le gouvernement de Senghor. Cela veut-il dire que vous allez de nouveau militer au Parti socialiste? Mais le Parti socialiste que j'ai laissé n'est pas le Parti socialiste d'aujourd'hui. Naturellement, je partage les idéaux, mais ce sont mes amis du Parti socialiste qui se sont dispersés dans les différents partis politiques. Et même aussi bien dans l'opposition que dans le parti au pouvoir. Ce sont ceux-là qui ont constitué le parti socialiste originel dans lequel j'ai milité comme responsable de coordination, responsable à l'Union régionale et membre du comité central. Ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui dans différents partis politiques. Oui. L'actualité, c'est également la violence politique à quelques mois des élections. Ça vous inspire quel commentaire? Non, je suis très préoccupé, et pas moi seulement. Dans mes contacts au plan international, notamment avec les grands pays développés, tous leurs représentants qui ont parlé avec moi s'inquiètent
de la manière dont les choses se développent au Sénégal, et pas seulement des grands pays. Les chefs d'État africains et autres avec qui j'ai parlé espèrent que le Sénégal va continuer de donner l'exemple de la démocratie, de la tolérance, du respect des opinions des autres et surtout du choix du peuple sénégalais. Vous savez, la violence n'entraîne que la violence. Aucun être humain va accepter qu'on de lui faire peur et tout ça. On nous a éduqués enfants. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Gorgo amul fit, du xam lu yaayam liggéey. Il n'y a aucun être humain qui va accepter, que ce soit par la force ou les autres facteurs qu'on lui impose d'aller dans un sens ou dans un autre. Et si les gens utilisent la force, mais on utilise aussi la force. Si les gens utilisent des armes, les armes sont disponibles et le Sénégal est bien placé pour le savoir avec ce qui se passe en Donc moi je crois que à la fin, l'exemple que nous avons donné à l'Afrique et au monde d'un pays démocratique qui accepte que les choix soient ceux du peuple pour maintenir des leaders ou pour les changer, que c'est cette voie de la raison et de la sagesse qui va prévaloir. Parce que moi, je ne suis pas prêt, en tout cas, en tant que à accepter que l'on m'impose quoi que ce soit. Je suis prêt à mourir pour ce que je crois et pour mes idées. Je ne vois pas pourquoi un autre Sénégalais ne le ferait pas et pourquoi on pourrait imaginer que les Sénégalais, comme on le voit d'ailleurs dans le printemps arabe et autres, ne soient pas prêts à se battre pour que leurs droits de citoyens et leurs droits dans une démocratie ne soient pas respectés. L'actualité depuis 2 ans maintenant, c'est la candidature controversée du président de la République. Vous en pensez quoi? Vous avez suivi Oui, j'ai suivi naturellement de loin. Je pense qu'il y a 3 problèmes. Il y a un problème juridique. Bon, ça, si on se réfère à la Constitution, bon, c'est le Conseil constitutionnel qui va se prononcer. Mais je crois qu'au-delà de ce problème, il y a une question politique. Est-ce que oui ou non, l'option doit être dans un sens ou dans un autre? Ça, cela appartient naturellement au chef de l'État de décider de ce qu'il faut faire. Mais il y a une dimension, je crois, mondiale. Le monde aujourd'hui est en train d'évoluer dans un sens qui n'est pas linéaire. On est très surpris du rythme du changement, de l'orientation de ces changements. Qui aurait pu imaginer ce qui est intervenu en Tunisie, en Libye, en Égypte, aujourd'hui, et même ce qui est en train de se passer en Russie et ailleurs. Nous sommes dans un village planétaire. On ne peut pas isoler son peuple de ce qui se passe dans le monde. Et surtout à une époque des SMS, des Twitter, des Facebook, je disais d'ailleurs dans mon discours à Saint-Louis, la leçon inaugurale au lycée Gaston Berger, que la jeunesse, il ne faut pas oublier que 68% de la population sénégalaise a moins de 25%. 25 ans. À moins de 25 ans. Alors, cela veut dire que la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, comme dans tous les pays, mais quel est le présent? Et c'est cette jeunesse qui, en dernière analyse, va décider de l'orientation et des directions pour l'avenir. Et c'est la jeunesse qui va choisir qui a sa confiance. Vous êtes en train de dire que il est vieux, il doit partir, laisser la place aux jeunes. Encore une fois, ce que j'ai dit est très clair. Je dis que c'est cette jeunesse qui va choisir. Et la jeunesse a la liberté de choix. On peut choisir un vieux aussi. Choisir un vieux, on peut choisir un jeune. Dès lors que la Constitution permet à quelqu'un de se présenter à un certain âge, la jeunesse peut choisir. D'ailleurs, si vous vous souvenez de la dernière élection, c'est la jeunesse qui avait voté pour Wade. Donc moi, je ne pense pas que c'est un problème d'âge. C'est un problème de l'offre politique que l'on fait à la jeunesse et à son avenir dans un monde qui devient de plus en plus difficile et où le chômage de la jeunesse est devenu un problème sérieux, non seulement au Sénégal, mais même
pays développés. Donc je suppose que la jeunesse choisira la personne en qui elle a confiance pour diriger les destinées du Sénégal et pour assurer un pays de paix, de stabilité, de progrès et surtout d'emploi pour les jeunes. Et pour terminer, à votre avis, quels sont les scénarios possibles en 2012? Mais tout est possible. Moi, je suis un bon musulman, je considère que l'avenir appartient à Dieu. Mais il nous appartient, nous, les hommes, de faire ce qu'il faut pour que tout se passe dans les meilleures conditions pour notre peuple, pour son unité, pour sa paix et pour sa prospérité. Faites-vous partie de ceux qui disent que c'est tout sauf Wade en 2012? Non, moi je trouve qu'il faut laisser au peuple sénégalais le soin de choisir à l'intérieur des règles et des procédures de la Constitution sénégalaise. Voilà, Jacques Diouf, merci. Vous êtes le directeur général de la FAO et ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau d'opinion pour ce premier numéro d'ailleurs d'opinion de cette année 2012. Merci. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, merci. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.